20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 23 avril, marquée par ce mot d'ordre de grève décrété par le syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz. Ce vendredi, plus aucune goutte d'essence dans les stations. Et alors que la grève devait durer au moins 72 heures, le syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz vient de suspendre son mot d'ordre de grève. Nous ouvrirons ce journal avec le secrétaire général du syndicat, Sarah Konaré. Vers la paralysie des universités du Sénégal, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants, section enseignement supérieur et recherche, menace de se mettre en grève. Au menu des revendications, le manque d'infrastructures dans les universités et le déficit du nombre d'enseignants. Le Sud-Est était en conférence de presse ce vendredi. On en parle dans un instant. Célébration ce vendredi de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, l'occasion pour le ministère de la Culture et de la Communication d'offrir des livres à l'association de la presse culturelle du Sénégal. La lecture, une pratique à ne surtout pas négliger d'après le président de l'association que vous entendrez dans ce journal. Dialogue islamo-chrétien au Sénégal, dans le village de Diohine. Les tensions s'apaisent après une bagarre entre les disciples d'un marabout et des jeunes de la localité. Une situation inédite dans ce village où les communautés musulmanes et chrétiennes ont toujours vécu dans la cohésion. Nous reviendrons sur ces tensions avec notre reporter Aminata Goudiaby. Le Sénégal, un pays qui est justement connu pour être un modèle de cohabitation entre ces différentes communautés religieuses. Cela a encore été une fois prouvé à travers cette initiative de jeunes chrétiens qui ont distribué 2500 repas pour la rupture du jeûne. Retour sur cet acte de bénévolat dans le reportage Ramadan de ce vendredi. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Grève du syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz. Le mot d'ordre de grève suspendu après une rencontre avec le patronat. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Sarah Konaré. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz. Monsieur Konaré, bonsoir. Bonsoir, les gars. Merci d'être avec nous. Monsieur Konaré, que s'est-il passé pour que vous décidiez de suspendre le mot d'ordre de grève que vous aviez décrété ce vendredi et qui normalement devait durer 72 heures? Voilà. Bonsoir, Léa. Bonsoir à vos téléspectateurs. Je reviendrai justement, je vous ferai l'économie. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Konaré. Vous m'entendez, voilà. Alors, je vous ferai l'économie de trucs. Nous étions dans l'élaboration d'une convention collective globale dans le secteur du pétrole. Alors, les sociétés du transport de carburant n'ayant pas la même taille que les majors, nous avons décidé de faire une convention collective spécifique qu'on a commencé à élaborer depuis 2 ans pratiquement. Donc, une fois arrivé sur les questions à incidence financière, nos patrons n'ont pas déféré aux convocations qui ont suivi. Ils ont préféré quitter la table. Donc, exaspérés, vraiment fatigués, nous, on s'est dit, à force de relancer, les gens ne sont pas revenus. On a été en mouvement de grève depuis le mardi à minuit pour insister à les faire revenir, justement. Alors, à la suite de cela, le ministère nous a appelés, par la personne de Madame le ministre Gladima. Nous avons rencontré le patronat dans son intégralité et le représentant du ministère du Travail, où on a eu à discuter. Ils ont, à force de discuter, ils ont sorti justement leur offre parce que nous avions des demandes afférentes, justement, aux questions à incidence financière concernant l'indemnité de logement, la prime de risque, la prime de décès, la retraite bénévole pétrole. Voilà, justement, un certain 6 points sur lesquels on devait revenir pour. Ils ont donné maintenant leur contre-proposition comme base justement de travail parce qu'on devra commencer les négociations mercredi à 10h. Donc nous avons été cet après-midi aussi à la direction pour signer le protocole. Quand je passe, ça passerait dans la presse, vous verrez, avec toutes les parties concernées. C'est pourquoi nous avons été voir nos travailleurs pour leur dire qu'on allait suspendre la grève justement le temps de poursuivre les négociations pour
faire aboutir la convention collective qui va régir le secteur. Monsieur Konaré et ces travailleurs, est-ce qu'ils sont dans l'unisson ou y a-t-il plutôt des travailleurs qui étaient contre le fait de suspendre ce mot d'ordre de grève? Non, moi je crois qu'ils ont été exaspérés, comme je vous ai dit, fatigués d'avoir attendu pendant longtemps. Mais cet après-midi, nous venons de là-bas, ils ont compris qu'il fallait justement qu'on puisse soulager au moins les Sénégalais, suspendre le mot d'ordre de grève en attendant, d'autant plus qu'une ouverture est là. Et ils nous appellent à des négociations mercredi. Et le ministre a pris engagement pour que si ces négociations démarrent, qu'elles ne s'arrêtent plus jusqu'à l'aboutissement de la convention collective. Monsieur Konaré, quand vous dites soulager les Sénégalais, vous voulez donc dire qu'on peut s'attendre à un retour à la normale dans les stations essence à partir de demain? Demain, normalement, on va reprendre demain, Inch'Allah. Très bien, Monsieur Konaré. Donc, vous aurez mercredi une rencontre à 10h, c'est cela, afin de mettre un terme à vos revendications. On l'espère. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ce qui est sûr, c'est que ce vendredi, la grève des transporteurs d'hydrocarbures ne sera pas passée inaperçue. La rédaction s'est rendue dans les stations essence de la capitale. Sur place, pas une seule goutte d'essence pour les automobilistes. Suivons ce reportage. Il est signé Mamadou Fall et Mohamed Tian. Grève des transporteurs a sérieusement impacté la distribution du carburant. De nombreuses stations d'essence ont presque fermé boutique. Une grève qui a causé beaucoup de préjudices aux automobilistes. Je suis à la recherche du gasoil. J'ai fait 3 stations, mais rien. Trouver du gasoil est tellement difficile et j'ignore les raisons. Cette situation ne peut perdurer parce que cela impacte notre quotidien. J'avais eu vent de cette grève, mais bon, je m'étais dit de passer, quand même faire le plein. Mais arrivé ici, il n'y a aucune goutte d'essence. Fatigué de faire plusieurs stations pour rien, ces clients espèrent que la situation revienne à la normale le plus tôt possible. Difficulté à avoir de l'essence. Bon, j'ai passé pratiquement à 5 stations de l'essence. À 5 stations pour avoir de l'essence, mais je n'ai pas pu avoir de l'essence. Bon, j'ai passé ici. Bon, on s'est retrouvés. On espère que d'ici lundi ou d'ici dimanche, ça va finir leur grève. Le non-fonctionnement des pompes des stations liées à la grève des transporteurs a bien secoué le secteur des hydrocarbures. Gérants des stations et clients s'en remettent au bon Dieu. Et une situation qui devrait donc revenir à la normale dès demain matin, puisque le syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz a décidé de suspendre à son mot d'ordre de grève. Et puis toujours ce vendredi, à la station-service Touba Oil de la SICAP Foire, la gendarmerie a dû intervenir suite à l'assaut de la station par des automobilistes à la recherche de carburant. Sur place, la situation était assez tendue, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées par Chérif Dia. On quitte le secteur des transports pour celui de l'enseignement supérieur avec cette menace de grève du syndicat unitaire et démocratique des enseignants, section enseignement supérieur et recherche du Sénégal. Selon ces enseignants, leur ministre de tutelle n'accorde aucune importance au secteur de l'enseignement supérieur. En atteste le manque d'infrastructures dans les universités. Ils pointent également du doigt le déficit de professeurs qui se retrouvent avec des emplois du temps surchargés. Le Sud-Est était en conférence de presse ce vendredi, compte rendu avec Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. Au Sénégal, la majeure partie des universités créées récemment n'existent que de nom. Pas d'infrastructure qui les matérialise, ce qui a soulevé l'ire des enseignants membres du Sud-Est. 1-2 immeubles loués par-ci, par-là ne font pas fonctionner une université et ce n'est pas sérieux. Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass est dans la même situation. L'université du Sénégal oriental n'a pas démarré. Les chantiers à Sédhiou, à Kolda, à Géoul et à Matam sont à l'arrêt depuis très longtemps. Cela est totalement inacceptable. Et il faut tout ça. Il faut terminer les chantiers de Thiès, il faut terminer les chantiers de Bambey, il faut tout ça pour que nous puissions, surtout en contexte de pandémie, accueillir les étudiants dans des conditions acceptables. Ces professeurs d'université crient le ras-le-bol face au manque criard d'enseignants notés dans le supérieur. Le problème de personnel, c'est que notre étude du Sud-Est Enseignement supérieur et recherche montre que, en réalité, nous avons un ratio d'un enseignant pour 67 apprenants au Sénégal. Nous voulons être au niveau de la norme UNESCO. Il faut planifier un recrutement de 500 enseignants par an pendant
pendant 10 ans. Face à la presse, ces professeurs d'université comptent paralyser dans les jours à venir les enseignements pour se faire entendre. C'est pour toutes ces raisons que nous avons déposé ce préavis de grève-là et nous n'excluons pas de bloquer toutes les universités du Sénégal dans les semaines à venir. Les syndicalistes s'indignent du désengagement de l'État sur la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et puis autre conférence de presse, cette fois des travailleurs des abattoirs du Sénégal. Ils dénoncent des conditions de travail difficiles et demandent le renouvellement des équipements de la société de gestion des abattoirs du Sénégal. Autre revendication de ces travailleurs, la signature d'un accord qui devrait normalement améliorer la grille des rémunérations. Leur réaction dans ce reportage, il est signé Ndongoka et Asmelik Diop. Les travailleurs des abattoirs du Sénégal sont en colère. Ils n'en peuvent plus de leurs mauvaises conditions de travail. Rien que la vétusté du matériel dans les abattoirs constitue une grande équation, souligne-t-il. Nos problèmes tournent autour, premièrement, de mauvaises conditions de travail, des salaires très bas, modiques, dérisoires, qui ne permettent pas aux travailleurs d'avoir un pouvoir d'achat. Autre chose aussi moins importante aussi, qui nous affecte, c'est l'abattage clandestin. Les matériels de la SOGAS doivent être aussi revus. Donc les travailleurs exercent dans des conditions très difficiles. Ces travailleurs fustigent l'attitude de leur direction générale. Ils estiment que la société de gestion des abattoirs du Sénégal n'est pas ouverte au dialogue. Depuis presque 8 ans, les salariés courent derrière la signature d'un accord d'établissement. C'est une dérogation d'une convention collective. Et comme vous le savez, depuis 1957, la convention est inadaptée et obsolète. Ces salariés de la SOGAS ne sont pas seuls dans le combat. Ils sont soutenus par l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal. Et c'est inadmissible. Le Sénégal s'inscrit dans une période moyenâgeuse. Des conventions collectives qui datent de 1957, qui ne permettent plus aux travailleurs de vivre décemment. Depuis 8 ans, il n'y a pas volonté de la part des autorités, effectivement, à signer cet accord d'établissement. L'urgence de mettre en œuvre le projet de construction d'un abattoir moderne à Diamniadio est aussi rappelée au ministre de l'Élevage. Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes. L'UNACOIS Yessal et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal demandent la réorganisation de l'environnement des affaires, un soutien aux entreprises en difficulté et un meilleur accès au financement. L'événement s'est tenu hier, jeudi, en présence du chef de l'État, Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Leur organisation était conviée au Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Une rencontre saluée par l'UNACOIS Yessal qui demande à l'État du Sénégal d'appuyer le secteur privé national pour résoudre ensemble la problématique de l'emploi. Financer les projets des hommes d'affaires. Et de ce fait, les jeunes, d'autres potentiels employés vont être recrutés et formés. Parce qu'il y a même des gens qui se forment au sein de l'entreprise. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal propose une autre approche face au chômage endémique. On connaît l'expansion, forcément, chaque entreprise sera obligée d'employer du personnel. Donc la clé, en tout cas une bonne partie de la clé de la solution du problème du chômage se trouve dans la robustesse, dans la vigueur et de la conquête vraiment des entreprises en expansion. Autre recommandation, la création de richesses du marché intérieur et l'allègement des procédures bancaires. L'accès au financement a été toujours une difficulté. Les activités de l'entreprise doivent être financées. Et ça, l'État a obligation d'accompagner les banques parce que l'État peut ne pas financer directement, mais par l'intermédiaire des banques, avec des taux d'intérêt préférables, mais surtout la disponibilité de l'argent. La réorganisation de l'environnement des affaires pour ses membres du secteur privé, c'est aussi la priorisation des conclusions issues du Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes afin d'éviter les frustrations. Et nous restons avec ce conseil présidentiel pour l'emploi des jeunes, un événement au cours duquel le chef de l'État s'est exprimé sur les émeutes qui ont secoué le Sénégal le mois dernier. Des propos regrettables selon le mouvement pour la défense de la démocratie et le cadre unitaire de l'islam. Selon ces derniers, le président de la République doit revoir son discours et œuvrer à la consolidation de la cohésion sociale. Alassane Ba.
Des menaces à peine voilées selon bon nombre d'observateurs. Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop y verra un décalage comparé au message véhiculé en un premier temps par Macky Sall. On peut dire que ce qu'il a compris n'est pas du tout vraiment le message qui était porté. On vient de voir aussi qu'il y a un large mouvement autour de la police, de la réorganisation. J'espère que ce renforcement des troupes, ce n'est pas la réponse que privilégie le président Macky Sall pour répondre au désespoir de la jeunesse. Même sentiment chez le secrétaire général du cadre unitaire de l'islam. L'endroit n'était pas approprié. Le lieu était assez mal choisi pour tenir un discours qui revient sur les événements. Je pense que l'objectif, c'était surtout de parler à la jeunesse. Ce pays a besoin de consolider la paix et la cohésion sociale et les hommes politiques doivent jouer le premier rôle. Nous, le cadre unitaire, en tout cas, nous appelons les hommes politiques en général, d'un côté et de l'autre, à continuer à garder cette responsabilité et à prêcher encore pour la paix et la stabilité. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est de ne plus se présenter comme un guerrier. Ça ne marche plus. Ce n'est plus ce temps-là pour le Sénégal. Dans ce pays où on dit qu'entre 65 et 70% représentent des jeunes, apporter des solutions pour cette frange, c'est apporter juste des solutions pour le pays. Ndeye Fatou Diop Blondin invite le président Sall à mieux décrypter les messages de la jeunesse. Et l'ancien député Chérou Oumar Sy revient lui aussi sur ces propos du chef de l'État, invité de la matinale de la télévision Futur Média ce vendredi. Il a déclaré que ses propos sur les émeutes du mois dernier étaient inopportuns. Il a également déploré le silence du ministre de la Jeunesse lors des prises de parole. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Chérif Dia. Il était plus élégant quand même pour ce conseil des présidentielles et qu'on parle de la jeunesse principalement et qu'on ait un ministère de la jeunesse, que Madame le ministre elle-même fasse un mot de bienvenue pour la jeunesse. Et je crois que c'est l'ordre protocolaire. Et pour ma part, je n'ai pas compris comment le Conseil national de la jeunesse, même si c'est pour la jeunesse, puisse parler avant le ministère lui-même. C'est une femme qui est à la tête de ce ministère-là. Et hier, on a exclu Madame le ministre des débats. On n'a même pas entendu une seule fois sa voix ou parler ou donner son opinion sur la question. Et je pense que c'est très dommage. Ce n'était pas nécessaire de revenir sur cette question-là. Nous étions dans un conseil présidentiel pour la jeunesse et pour la création d'emplois. Je pense qu'avant tout, il devait rester focalisé sur le sujet et vraiment donner un message d'espoir à la jeunesse et aller vers le futur. Et puis parlons à présent de cette polémique autour des 450 millions de francs CFA alloués aux conducteurs de moto Jakarta dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement apporte des précisions. Selon Aubin Jules Sagna, tous les recensements ne sont pas parvenus au ministère. Il évoque un problème de communication entre les services centraux du ministère et les gouverneurs. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. Demander donc aux autorités administratives, aux gouverneurs préfets, de procéder à un recensement exhaustif des Jakartamens qui conduisent au Sénégal. Parce qu'il faut en cette matière éviter que certains disent nous sommes des Jakartamens, nous n'avons pas reçu. Ça crée une autre polémique. Et les gouverneurs ont fait un très bon travail que je salue et que je félicite. Mais il faut dire que tous les recensements des 13 régions concernées, tous ces recensements ne sont pas parvenus au ministère. L'essentiel des gouverneurs ont envoyé le recensement, je le salue, mais il y a quelques régions qui n'avaient pas encore fait parvenir. Et ce matin même, j'étais en contact avec certains gouverneurs et certains ont eu l'amabilité de m'envoyer ce matin même les recensements. L'argent est là, il ne vient pas au ministère. Il est au niveau du Trésor et dès qu'on finit le travail administratif, on va envoyer l'argent via le Trésor vers les gouverneurs. Et le ministre Mansour Faye a instruit que dans de très brefs délais, qu'on finisse le travail administratif.
Direction le village de Diohine dans la région de Fatick. Il y a une dizaine de jours, la localité faisait l'actualité après une bagarre entre les disciples d'un marabout et de nombreux jeunes chrétiens de la localité. Sur place, après plusieurs jours de tension, la situation semble s'être apaisée. On fait le point avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. C'est cette route sinueuse et surtout poussiéreuse qui rejoint Diohine. Près de 5000 habitants vivent dans ce village qui polarise 12 autres hameaux. Et devant la chaleur qui y sévit en ce moment, il faut impérativement s'abriter pour se protéger. Le calme semble revenir après les violents incidents de la semaine dernière, mais le regret est amer. événement bi amoon moom ñëpp ko méttitlu parce que dafa nekk lu bees ci ñun mosuñ ko xam mosuñ ko foog sax ne mën na am fii lii moom dañu bett ñëpp parce que dëkku jàmm la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. daanaka am naa 70 ans mais maa ngi koy door a gis mosuma ko gis keroog la am bëggatuñ ko gis fii parce que xamuñu ko jàmm ñëwaat comme nu mu meloon bu njëkk rek moo ñu gënal ñun ñëpp. Du côté des jeunes, les nerfs restent tendus. Les adultes jouent la carte de l'apaisement. ñun xamuñu xeex xamuñu xuloo catholique ak musulman yëpp ñu ngi fii mais it jàmm rek moo am seen diggante ñu ngi gërëm yàlla bu baax a baax xëj na saa rek moo duggoon suñu diggante. Diohine est le plus gros village de la commune de Diarère, dans le département de Fatick. La population est majoritairement chrétienne, mais la cohabitation avec les musulmans a toujours été excellente. Et outre le Serer, d'autres communautés y vivent. Je vous dis que si vous entrez dans une famille, vous allez voir dans une même famille, là c'est des familles élargies, hein. Vous verrez, il y a des musulmans dans une famille, il y a des chrétiens, il y a des animistes. Donc sur une seule famille que vous entrez, vous allez trouver donc ces trois éléments-là. Là-bas. Le père peut être musulman, les enfants ils peuvent être chrétiens, donc les tontons et tata autres peuvent être des animistes. Donc il y a une parfaite harmonie. La culture est au centre de la vie des habitants. Le Miss Diohine organisé à l'approche de chaque hivernage draine des foules. C'est une cérémonie traditionnelle qui date de plus de 3 siècles. C'est le dernier événement culturel pendant l'année. Et le Miss symbolise le retour des chasseurs. Et ce qui est très caractéristique là-bas, au moment où ils se retirent en brousse, ils parlent des différents problèmes du village, de l'hivernage à venir, ainsi de suite. Mais ce qui est surtout symbolique là-bas, c'est le pain de singe que les femmes accrochent et que donc les chasseurs de retour doivent rivaliser d'adresse pour quelqu'un qui va donc décrocher. C'est un événement culturel qui est dans l'agenda du village, comme l'Ohoy, comme la lutte traditionnelle. Le dimanche 11 avril dernier, des affrontements ont été déplorés entre un marabout récemment installé dans le village et des jeunes. La rumeur qui s'est vite répandue avait fait état d'une bagarre interreligieuse. Ce que notabilité et autres autorités ont démenti et parlent d'un problème entre simples voisins. À présent, le reportage dédié au mois béni de Ramadan et qui ce vendredi s'intéresse à cette belle initiative de jeunes chrétiens qui ont distribué 2500 repas pour la rupture du jeûne. Un acte de bénévolat qui illustre une nouvelle fois l'entente qui règne entre les musulmans et les chrétiens du Sénégal. Suivant ce reportage, il est signé Aminata Mbaresso et Younous Diatta. À l'origine, une idée assez comique, des plaisanteries entre amis qui partagent un groupe sur la toile. Pendant le carême, nos amis et frères et sœurs musulmans sont allés à Seras voir un certain Boubacar Seras Safsap qui fait de très bonnes choses. Alors quand ils sont arrivés, ils ont pris des photos et des vidéos, ils ont mis dans le groupe et ils étaient en train de nous taquiner, nous les chrétiens. On était en plein carême. Résultat, c'est Ndogu, offert par des jeunes chrétiens à des musulmans. Les faits ont lieu aux alentours du rond-point Liberté 6. Mais comme eux, ils s'étaient limités à faire des photos et des vidéos, et nous autres, vraiment on voulait faire une remontada Bayern-Barça, on a fait un live. On était en train de montrer les moutardes, on était en train de montrer les oignons, les bonnes choses. Les gens étaient en train de saliver et on savait que vraiment c'était trop dur pour eux, mais c'était le concept, c'était pour jouer, c'était pour s'amuser. Alors quand on a fini tout ça, c'est là on s'est dit, dans le groupe qui était à Seras, que chacun donnera 1000 francs pour qu'on puisse offrir un ndougou à nos frères et sœurs amis musulmans. Dans une ambiance conviviale, le ndougou est servi aux passants pour la rupture du jeûne. On peut être sûr, c'est qu'on a donné plus de 2500 ndougou aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est concret. Et aujourd'hui, c'est les chrétiens qui ont décidé d'offrir un ndougou aux musulmans. Une preuve du dialogue islamo-chrétien au Sénégal, une initiative louable que ces jeunes chrétiens comptent pérenniser.
Merci Aminata Mbaresso et Younous Diatta. Célébration ce vendredi 23 avril de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'occasion pour le ministère de la Culture et de la Communication d'offrir des livres à l'Association de la presse culturelle du Sénégal. Écoutons à ce propos le président de l'association. Il est au micro d'Ibou Diouf. Le ministère de la Culture a choisi l'Association de la presse culturelle que je dirige pour lui faire un don de livres. Un geste, un choix que nous apprécions à sa juste valeur. Cela cadre avec notre mission, avec notre credo, qui est s'auto-former pour un meilleur traitement de l'information culturelle. Et là, comme je l'ai dit, et nous journalistes culturels, journalistes en général, nous devons lire, nous devons feuilleter les livres pour nous former davantage, pour nous armer davantage, afin de mieux faire notre travail, qui est d'informer juste et vrai, mais avec les prédispositions requises, à savoir les connaissances qu'il faut. Et comme je l'ai dit, les connaissances, on ne peut les trouver que dans les livres. Ce vendredi, le dossier de la rédaction s'intéresse à la censure dans le milieu de l'audiovisuel au Sénégal. Comment produire du contenu sans être censuré? Quelles sont les limites à ne surtout pas dépasser? Ibou Diouf a rencontré des producteurs et des réalisateurs qui ont accepté de se livrer sur le sujet délicat de la censure des productions audiovisuelles. C'est parti pour le dossier de ce vendredi. Dans l'univers audiovisuel, certaines productions font l'objet de vives critiques. Parfois, d'autres sont même censurées, ce qui remet au goût du jour la question des productions adaptées à notre vécu. C'est quelque chose qui me désole. Déjà, je ne voudrais pas qu'on soit censuré, parce que nous sommes des artistes, nous sommes des créateurs, entre guillemets, donc on doit avoir la liberté un peu de créer, de dire ce qu'on pense. L'audiovisuel sénégalais, avec surtout les téléfilms, s'appuie plus sur un modèle économique nouveau, supporté par les annonceurs. Moi, je pense que le problème à la base, je pense que c'est un problème de moyens. Parce que ceux qui le font, peut-être ils cherchent le buzz. C'est-à-dire qu'ils veulent que la production marche. Au départ, nos productions, ça part de je ne peux pas dire 0 francs, mais ça part de rien. Donc on n'a pas un budget prédéfini pour faire. L'image de Adji Sarr collée à une production a fait l'objet d'un vif débat, une histoire à relater peut-être ultérieurement. Moi je pense que c'est sûr qu'un jour, quelqu'un va l'écrire et le raconter. Peut-être c'était un peu prématuré, tu vois, un peu, d'essayer d'en parler parce que voilà, c'était assez sensible. L'audiovisuel sénégalais devra tirer un enseignement de cet épisode pour éviter ce faux raccord. Mais moi je pense que pour éviter ces dérapages, il faut vraiment que les gens préparent bien leur projet. Pour avoir un bon projet audiovisuel, un bon projet de téléfilm, je pense d'abord qu'il faut un bon projet de scénario, je pense. Je pense que ça, c'est le point de départ. Parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter en ce moment, il y a tellement d'histoires à raconter. Donc il faut des moyens de production pour pouvoir concrétiser le projet. Mais au départ, il faut nécessairement un bon projet de scénario. Nous avons la chance d'être suivis. Le Sénégal aime beaucoup ce qu'on fait. L'audiovisuel sénégalais, à travers les téléfilms, feuilletons comme séries, a connu un développement sans précédent ces dernières années. L'apport des diffuseurs tels que la télévision, mais aussi Internet, avec le soutien des annonceurs, ont donné plus de succès à ces productions. Et un mot à l'international avec les obsèques du président tchadien Idriss Déby qui se sont tenues ce vendredi à N'Djamena. 12 chefs d'État ont fait le déplacement dans la capitale tchadienne. Après plusieurs hommages au président mort le 20 avril dernier sur une zone de combat dans le nord-ouest du pays, une prière a été prononcée dans la grande mosquée de N'Djamena. L'inhumation d'Idriss Déby s'est tenue dans l'intimité du cercle familial dans le village d'origine du président défunt. Voilà pour cette édition qui prend fin maintenant. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour un nouveau journal. Merci beaucoup.